On repart avec Nicolas Goldberg. Salut Nicolas, Bonjour. Senior Manager Énergie pour Columbus Consulting. J'ai dit énergie, les dossiers urgents. Le premier, c'est quand même que Gazprom a coupé le gaz. Gazprom a coupé le gaz, mais à mon avis, ce qui va être urgent, c'est les potentielles coupures d'électricité qu'on va avoir cet hiver. Mais parce que Gazprom... Alors, Non. Gazprom coupant le gaz, c'est du stockage en moins, et c'est donc moins d'électricité cet hiver, Mais quand même, non, pas Nicolas? forcément. Alors, vas-y, non. raconte-moi ça. Alors, pour moi, prenons les choses dans l'ordre. Si on avait gaz infini et que tout le monde avait son petit gaz, on aurait quand même un problème sur l'approvisionnement électrique en France aujourd'hui. D'accord, parce qu'il n'y a pas assez de centrales à gaz pour compenser la faiblesse du Parce qu'il n'y nucléaire. a pas assez de centrales à gaz, parce qu'il n'y a pas assez de centrales, parce qu'il n'y a pas assez d'interconnexions. Donc, de toute façon, on avait un problème sur l'approvisionnement électrique. D'accord. S'ajoute à ça le problème du gaz. Alors, comment est-ce que ça va jouer ? Il faut voir que le gaz, ça ne sert pas que à faire de l'électricité. C'est utilisé beaucoup dans la chimie, dans les engrais, dans la chaleur industrielle. Tout à fait. Et là, le plan de délestage que prévoient les transporteurs de gaz cible d'abord les industries et pas les centrales électriques et pas les particuliers. Donc, à mon avis, on pourra avoir des problèmes sur l'approvisionnement en gaz cet hiver, mais les premiers concernés, ce ne sera pas la production d'électricité ou les particuliers. D'accord. Ça peut aggraver la situation. Il faudra voir à ce moment-là à quel point on aura réussi à remplir nos stockages gaz et autres. Mais attention, je le dis, on aura eu un problème sur l'approvisionnement électrique, quand bien même on n'aurait pas eu ce problème sur le gaz. Donc, ce qui doit nous interroger sur notre politique énergétique et sur le moyen terme. Alors, ça doit nous interroger sur notre politique énergétique. C'est pas le fait de notre politique énergétique si on a découvert une corrosion sur le système de sécurité de la moitié des réacteurs français. Oui, mais ça, on l'a découvert mi-décembre. Et les rapports d'RTE disaient déjà en 2017-2016, attention, les hivers entre 2020 et 2025, on est sans marge. Donc ça veut dire, ça passe s'il n'y a pas d'autres problèmes, mais c'est juste. Donc on manque de marge sur le système électrique. Alors à ça, c'est ajouté. Donc il n'y a eu aucune précaution particulière prise à la lecture de ces rapports. C'est ça que tu es en train de dire, Nicolas. C'est ça, je suis en train de dire qu'on a fait le choix d'avoir sans marge pendant 5 ans. Manque de bol, on a eu le Covid, plus les corrosions pendant ces années-là. C'est ce qui fait qu'on est en marge négative et donc en risque sur la sécurité d'approvisionnement cet hiver. On a besoin de plus de marge. Ouais. Alors donc... C'était Barbara Pompili qui a commencé à travailler sur ce plan de délestage, en fait. C'est-à-dire la guerre en Ukraine a réveillé tout le monde. Et tout à coup, mais en gros, ce que tu dis entre les lignes, c'est que sans la guerre en Ukraine, on aurait quand même eu un vrai problème d'approvisionnement électrique. Déjà, hiver 2020-2021, Barbara Pompili est sur les plateaux pour dire il y a un petit risque de coupure ciblée pour cet hiver. Déjà, en 2020-2021, elle disait ça. Ouais. Donc, moi, ce que j'avais dit à l'époque, c'est le risque existe, il est quand même assez faible. Mais il existait déjà, et là on ne parlait pas du tout de crise gazière ou de Gazprom et autres. Donc on a déjà ce risque, quand bien même on n'aurait pas un problème sur le gaz. Et alors je me gourre peut-être, c'est RTE qui lance les alertes, c'est RTE qui nous a dit 2 fois cet hiver, et notamment je me souviens d'un lundi matin, qui nous a dit 2 fois, si vous pouvez faire gaffe à votre consommation, ça nous arrangerait. Oui. C'est ça. Et j'en ai discuté avec les gars d'EDF, donc c'est un chiffre que tu as aussi, la deuxième fois, c'est 900 mégawatts de puissance qui ont été, je ne sais pas comment dire, économisés, pas consommés, économisés par les Français. 900 mégawatts, c'est une petite tranche nucléaire, c'est l'une des 2 tranches de Fessenheim. C'est ça. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, non, quand même, à creuser dans nos comportements. On est capable de cette mobilisation. En fait, on est capable. Il faut avoir l'information et il faut l'avoir au bon moment. Parce que quand on vous dit réduisez votre consommation dans la journée, ça sert un peu à rien. Par contre, si on dit réduisez votre consommation entre 8h et 10h, c'est ça. Et là, RTE, dans sa dernière alerte EcoAt, a dit attention, le problème, il n'est pas à 19h quand tout le monde allume le chauffage et son électroménager, il va être sur la rampe du matin entre 8 et 10h. Je m'en souviens très bien. Là, c'est un énorme effet. Ouais. Là, c'est un énorme effet parce qu'on peut vraiment décaler certains usages et gagner énormément de puissance. Sachant que cette alerte EcoAt, elle n'a pas été extrêmement relayée. C'était une alerte orange, donc pas encore une alerte rouge. D'accord. Donc là, on voit bien qu'il y a un gisement d'effacement volontaire qu'on peut avoir, qu'on peut maîtriser. Est-ce que ça suffira ? C'est pas sûr. T'en doutes ? Mais en tout cas,
ça va dépendre du froid. Ça va clairement dépendre du froid, mais 900 mégawatts, effectivement, c'est une tranche de Fessenheim. Bah, c'est pas rien. Et c'est pas rien. Et je me disais en plus, parce que forcément, il faut qu'on réfléchisse aussi à la façon dont on va être appelé à se comporter de plus en plus au fur et à mesure où le climat va se dégrader. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là, dans une forme de mobilisation citoyenne. Je vois ce que je peux faire et j'en vois l'effet direct. Et je suis d'accord avec toi, peut-être qu'il aurait fallu davantage communiquer sur ce qu'on avait réussi à faire collectivement. Bah, c'est ça. Et puis, ça, c'est un des principaux leviers qu'on dit qu'il faut généraliser pour cet hiver. C'est appli EcoWatt pour tout le monde et les notifications en push pour dire sur quelle plage de 2 heures est-ce qu'il va falloir faire des efforts. Parce qu'en fait, pour éviter des coupures ciblées, il n'y a pas énormément d'efforts à faire. Très souvent, c'est circonscrit dans le temps. On dit c'est entre telle heure et telle heure. Et puis après, vous pouvez déporter vos usages la nuit ou en milieu de journée, lave-vaisselle et autres et tout. Et ça, c'est simple. Et en fait, on arrive à économiser. Est-ce que ça suffira par contre ça va dépendre de la météo cet hiver. Parce que si on a des températures très en dessous de la normale, ça peut très mal se passer. Et là, les éco-gestes ne seront pas suffisants. Par contre, si on a un hiver tempéré, là, on peut quand même gagner un petit peu. Et donc, c'est quoi l'idée plan de délestage, c'est les électro-intensifs à qui on demande de s'arrêter en premier? Alors, en fait, il y a plusieurs choses dans la temporalité du marché qu'il faut comprendre. Au début, tu as le marché. Avant 2 heures avant le temps réel, c'est le marché. Donc, c'est des effacements contractualisés, c'est les opérateurs qui disent est-ce que vous pouvez produire plus à tel endroit ou autre. C'est le marché qui fait son office. 2 heures avant le temps réel, là, c'est RTE qui reprend la main et qui dit j'achète des offres d'effacement que j'ai contractualisées, les fameuses réserves, pour réajuster. En théorie, c'est mettre les derniers coups de pinceau. C'est-à-dire que le marché est censé être équilibré avant. Si on part déséquilibré, ça peut mal se passer en temps réel. Donc ça, c'est des leviers contractualisés. C'est les réserves, c'est harmonisé au niveau européen, tout le monde doit avoir à peu près les mêmes. Et après, tu as ce qu'on appelle les leviers post-marché. Donc là, c'est quand ça se passe mal. Ça arrive très peu souvent qu'on les utilise. C'est déjà arrivé. En 2019, on a déjà activé ce qu'on appelle le dispositif d'interruptibilité. Donc ça, c'est complètement hors marché. Interruptibilité. Interruptibilité, on appuie sur un bouton rouge. Il y a des industriels qui sont coupés en quelques secondes. Alors, ils sont grassement rémunérés pour ce service. C'est-à-dire que... Combien de temps on les prévient? 3 secondes avant, parfois? Non, on les prévient pas. Ah, on les prévient pas, ils savent? On les prévient pas. Ils savent que ça peut arriver. Ils savent que ça peut arriver. Ils savent quand même qu'ils sont dans une journée où ça peut arriver. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc, ils ne vont pas lancer une production... En fait, ils savent qu'ils sont dans une journée où ça peut arriver, mais parfois on l'active en raison d'un incident. C'est-à-dire que sur l'alerte EcoWatt qu'on a eue en janvier, on s'est dit a priori on ne devrait pas l'activer. On l'a quand même activé parce qu'on a eu un problème en Croatie qui s'est répercuté jusqu'à nous, parce que les réseaux sont interconnectés. Et c'est ce qui a fait qu'on a dû activer l'interruptibilité. Ils sont rémunérés en fixe chaque année pour ça. C'est-à-dire qu'une année où on n'active pas l'interruptibilité, nous, consommateurs, nous payons ce service qui est potentiellement rendu par les industriels. C'est comme les pompiers. C'est pas parce qu'il y a un feu chez nous qu'il n'y a pas de feu chez nous qu'on ne les paye pas. C'est normal. Donc, ils peuvent être activés une dizaine de fois dans l'année. C'est-à-dire qu'une dizaine de fois, on peut les couper. Ils n'ont jamais été activés plus d'une ou deux fois. Et parfois, il y en a certains qui crient un peu. Typiquement, il y a des papiers qui disent ouais, mais à chaque fois que vous activez, moi, je paie un badge de production. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça a un coût. Sur certains fours industriels de sidérurgie, on dit moi, vous me coupez, mais par contre, vous me remettez en service au bout d'un certain temps. Sinon, moi, mon four, je le prends, je le mets à la poubelle. Donc, ça, c'est le premier levier. Ça fait à peu près 1,3 gigawatts. C'est un petit peu moins qu'un EPR. L'idée, c'est que peut-être que pour cet hiver, on va étendre cette interruptibilité. On va faire participer plus d'industriels pour avoir un plus gros levier. Je ne sais pas si on les trouvera, ou en tout cas, il faudra bien les rémunérer parce que c'est quand même... ça dépendra aussi malheureusement de la récession ou pas dans laquelle on sera. Et peut-être qu'il y a des industriels qui seront ravis finalement de récupérer un petit peu de BFR avec ce système-là. Donc ça, c'est le premier levier. On n'est jamais allé plus loin que ça. Après, il y a 2 autres leviers. Il y a ce qu'on appelle la baisse de tension. Chez nous, on a du 220 volts. Pendant un court moment, RTE peut dire j'envoie du 215, du 210 volts. Donc, ton téléphone se charge moins vite. Il y a quelques équipements qui peuvent être dégradés parce que la qualité de l'onde électrique n'est pas folle. Enfin, normalement, c'est assez transparent. Et le dernier levier, celui que j'aimerais qu'on n'utilise pas, et je pense que personne n'aimerait l'utiliser, c'est les coupures ciblées. C'est le délestage tournant. On dit telle zone, tel quartier, pendant 2 heures, plus d'électricité. Donc là, les hôpitaux ont des groupes électrogènes. Oui, évidemment, les hôpitaux. Oui, mais il y a quand même Mais cette idée de préserver à tout prix les particuliers me choque un peu, moi.
c'est assez facile quand même de se passer d'électricité pendant 2 heures. On l'a tous vécu en plus. Oui, mais là, tu coupes tout un quartier. Hein, ça veut dire Oui, que, alors tu coupes, Chez moi, ils sont en train d'enterrer les lignes. Bah, ils coupent tout un quartier. Hein. Bah oui, mais c'est Tu vis avec. Tu es prévenu, tu vis avec. Tu vis avec. Après, ça a quand même un petit air de déclassement. Ça, je te confirme. Parfois, quand c'est entre 19h et 21h que tu as des enfants qu'il faut leur faire à manger, c'est pas un usage de luxe de se faire à manger. C'est quand même un peu. Tu allumes des bougies, tu fais des sandwichs et tout le monde se marre. Ouais, mais. Non, je plaisante. Voilà, ça c'est la sobriété heureuse. mais effectivement, non, mais ça peut être très contraignant. Bon, donc on en est là. Autre dossier urgent, recapitaliser EDF quand même. Donc les derniers chiffres, est-ce que toi tu les valides? J'ai vu une étude qui table sur 65 milliards d'euros de dette pour EDF à la fin de l'année ou à la fin de l'année prochaine. Ça me paraît cohérent parce qu'on avait 40 milliards de dettes. Là, on a une baisse d'EBITDA de 16 milliards. Ouais. L'un dans l'autre, ça doit coller. C'est pas le chiffre le plus parlant, à mon avis. Et l'EBIT, attends, mais si, parce que tu dis une baisse d'EBITDA de 16 milliards ouais. Sur 18 milliards d'EBIT 2021, il reste 2 milliards d'EBIT à EDF. Ça m'inquiète un petit peu. Ah, oui, mais moi, l'EBIT, je le rapporte à la dette quand même un petit peu aussi, tu vois. Ce qu'il faut regarder, c'est toujours le ratio dette sur EBITDA. Oui. Moi, je me souviens déjà qu'on disait que la dette était insurmontable pour EDF quand ils étaient à 30 milliards. Bon, tu faisais un ratio dette sur EBITDA, il était à 2. C'était pas C'était pas spécialement surtout inquiétant. Quand tu es sur une économie de rente, quoi. Enfin, des abonnés, quoi. Bon, là, si on est à 60 divisé par 2, ça fait 30, c'est un petit peu plus inquiétant. Mais non, là, la situation est inquiétante pour EDF, mais parce qu'on a aussi voulu préserver le consommateur. Alors là, il va falloir établir une vérité. On dit il y a l'Arène. Ben oui. L'Arène, qui est vendue par EDF à ses concurrents, donc à un prix régulé, capé. L'Arène, elle n'est pas vendue que aux concurrents d'EDF. Elle est vendue à nous, consommateurs aussi d'EDF. Enfin, je dis nous, parce que moi je suis EDF, mais tous ceux qui sont au tarif régulé et tous ceux qui ont une offre marché EDF ont une part d'Arène dans leur pricing. Donc, tant et si bien qu'en fait, en temps normal, c'est pas juste 100 TWh, c'est pas un quart de sa production que EDF vend à prix réglementé, c'est 60%. Oui, mais elle le vend à ses clients. Là, pour le coup, Nicolas, t'arriveras pas à me faire avaler que Total, alors j'ai oublié les bénéfices de Total, mais disons, la phrase de Biden, Exxon a gagné plus d'argent que Dieu ce trimestre, voilà. Que Total, avec les bénéfices de dingue qu'ils font aujourd'hui, a besoin de pomper les EBITDA d'EDF pour approvisionner les clients de Total Energy. Voilà. Ça, c'est pas possible. Non mais ça, je dis pas, effectivement. Mais et regarde. Pareil pour Engie. Engie bénéficie de l'Arène. Oui, mais Engie, Mint, maintenant même Enercop, tout le monde profite de l'Arène. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on parle de l'Arène, on dit, c'est simple, on supprime l'Arène, et du coup, les concurrents d'EDF n'en profitent plus. Mais qu'est-ce qui va se passer si on fait ça ? Les clients des alternatives vont revenir chez EDF et vont dire, oui, on revient chez EDF parce que nous, on veut du réglementé, on veut un petit peu d'Arène chez nous. Et du coup, tu n'as pas résolu le problème. C'est-à-dire que l'Arène qu'EDF vendait avant à ses concurrents va le vendre à ses nouveaux clients. D'accord. Donc, je ne suis pas sûr qu'on résolve le problème juste en disant, on supprime l'Arène. Bon argument. Voilà. Ça m'énerve quand même pour Total, mais bon argument. Non mais ce dispositif d'Arène, il est mal foutu. De toute façon, j'irai pas le défendre. Il est mal foutu. C'est un contrat long terme sans optionnalité avec un tarif qui n'est jamais revu et qui fluctue jamais. Enfin, non, et puis alors, c'est un contrat long terme. C'est un contrat long terme pour la victime, si j'ose dire, pour EDF. Mais pour l'État, il peut modifier le contrat du jour au lendemain. Ce qu'il a fait en l'occurrence là. Ce qu'il a fait là en l'occurrence en disant ah oui. Puis il y a une autre blague sur l'Arène aussi, c'est qu'on dit c'est 100 TWh. Mais à chaque fois qu'on atteignait ce plafond, on se disait il faudra le remonter. Donc moi, ce que je dis à tout le monde, c'est si vous remontez un plafond à chaque fois que vous l'atteignez, c'est pas un plafond. Ouais. En fait, vous dites. C'est comme la dette. C'est tout Arène. Et là, on est à 140, c'est ça Là, on est à 120 cette année. Il y a une proposition de la Creux pour monter à 130 l'an prochain, mais en réévaluant le prix. Alors, moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est toujours ce qu'on a voulu faire. Fin 2020, moi, j'ai reçu une consultation et tous les experts du secteur ont reçu une consultation pour dire là, l'Arène arrive à la fin d'un cycle. Est-ce qu'on régulerait pas tout le nucléaire avec une optionnalité, en faisant évoluer le prix dans un couloir, donc avec un plafond, un plancher, et EDF en garderait une petite partie pour faire de l'équilibrage, mais tout le reste régulé. Moi, je me disais, pourquoi pas ? Au moins, on partage équitablement entre tout le monde et on met un vrai prix. La Commission a retoqué le projet en disant, non, si vous touchez à l'Arène, si vous touchez à 1 euro de l'Arène ou si vous touchez au volume, vous revenez nous voir avec une réforme globale.
Oui, mais on comprend pourquoi. Attends, il faut expliquer ça, Oui. Nicolas. Il y a une distorsion de concurrence à ce moment-là entre une France qui est capable de fournir une électricité subventionnée. Il faut bien dire qu'elle est subventionnée, parce qu'on va parler de la nationalisation d'EDF. C'est pas un prix de marché, les 46 euros le mégawattheure. C'est pas un prix de marché. Par contre, si on dit que ça, c'est un actif régulé et qu'on vend cette partie-là à tout le monde à, je sais pas, 50 euros du mégawattheure qu'on fait évoluer dans un couloir, si tout le monde y a accès indifféremment... Mais qu'est-ce que tu appelles tout le monde? Tu subventionnes les entreprises françaises à travers ça, à travers l'énergie. Et les consommateurs français. Et le consommateur français. Et donc, tu fais de la distorsion de concurrence au sein du marché européen par rapport à l'industriel allemand qui, lui, n'aura pas accès à cette électricité régulée. Les industriels allemands font autre chose aussi. Ils ont massivement investi dans des renouvelables. Ça a complètement fait chuter les prix de marché chez eux. Les particuliers payent énormément de taxes pour financer ces moyens de production. Et du coup, les industriels allemands profitent d'un prix de marché qui est bas, alors qu'ils ont à peine financé les capacités de production. Il est bas, il est en dessous des 46 euros le mégawattheure. Voilà, il n'est pas en dessous des 46 euros le mégawattheure. Voilà, parce qu'il n'y a rien en dessous de ça, mais il a été durablement en dessous de l'arène pendant un moment. Nationaliser EDF, c'est la seule solution. Enfin, c'est la suite logique de ce que tu dis là. Pour moi, ce que je dis là, c'est que on n'a pas décidé encore si ce parc nucléaire c'était un actif en concurrence ou un service public. Bon, si on se met à tout réguler sur le nucléaire, c'est un service public. Ouais. Donc c'est normal que ça appartienne à l'État. Ouais. Mais après, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait d'EDF? Comment est-ce qu'on injecte de l'argent dans EDF sans que ce soit considéré comme une aide d'État déloyale? Les aides d'État, c'est autorisé. Par contre, il faut les déclarer pour être sûr que ça ne fasse pas de les distorsions de concurrence. Donc, si on veut construire des nouveaux EPR, comment est-ce qu'on met 50 milliards d'euros sur la table en donnant des gages pour que ce ne soit pas une distorsion de concurrence? Si on nationalise EDF, est-ce qu'on met en place ces fameux contrats long terme pour le nucléaire? Parce que de toute façon, l'ARENE s'arrête fin 2025. Donc là, quand tu es un industriel aujourd'hui, généralement, tu achètes ton électricité sur 3-4 ans. Aujourd'hui, tu ne peux pas acheter sur 4 ans, parce qu'en 2026, tu ne sais pas de quoi ton prix est fait, donc tu n'achètes pas, donc tu es dans l'incertitude. Donc il faut de toute façon réformer ça et mettre en place ces contrats long terme, et après décider quelle régulation on met en place. Est-ce qu'on découpe un peu EDF? Est-ce que non, on filialise? Quelle partie on renationalise ou pas? Ça, c'est une grande discussion. Et le fait qu'il n'y ait pas une grande majorité à l'Assemblée va complexifier complètement les décisions. Parce que bien que là, on ait une Assemblée nationale qui soit majoritairement pro-nucléaire. C'est-à-dire que si on met bout à bout le RN, LR, LREM, on a une large... Et le PC, n'oublie pas le PC, évidemment, on a une large majorité pro-nucléaire. Par contre, sur le comment on fait, là, on n'a pas de majorité. Le RN exclura tout accord qui aura été fait avec Bruxelles. LR était contre Hercule. À mon avis, alors Hercule, attention, il faut le dire d'un mot. Hercule, c'était le projet de séparation d'EDF qui permettait justement d'avoir le nucléaire. Mettre en bourse l'ensemble des énergies renouvelables énergie renouvelable et distribution, ce qui posait un petit problème. Mais que les investisseurs adorent. Voilà. Oui, parce que c'est des bons revenus régulés, ça. Mais tu avais le nucléaire et RTE de l'autre côté. Et donc, c'est ce qui permettait d'avoir un pôle 100% public nucléaire. Et LR y était opposé parce qu'ils avaient dit, vous démantelez EDF, toutes les agences commerciales en région qui ne sont pas forcément très utiles selon moi vont fermer alors que c'est un service de proximité, nous on est contre. Il y a Enedis que vous mettez côté en concurrence alors que c'est un service régulé, ça n'a aucun sens. Là-dessus ils n'avaient pas tort. Donc il faudra arriver à faire revenir LR dans le giron. À mon avis ce sera compliqué d'avoir un accord sur le financement de ces réacteurs nucléaires et sur le deal qu'on aura pu faire avec la Commission qui pour l'instant et alors donc c'est ma question du jour, qu'est-ce qui se passe si on fait rien? Alors qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Si on ne prend pas la décision de lancer des réacteurs nucléaires et si on ne boucle pas le financement sur ce quinquennat, on ne le fera pas. On va trop perdre de compétences. Là, le but, c'était de dire on prend une décision avec financement dès l'an prochain, donc 2023. Et une fois qu'on aura fait ça, ça débloque pas mal de choses pour les décrets d'autorisation environnementale, les permis de construire et autres. Et même en faisant ça, le premier béton, on pouvait le poser qu'en 2028. Donc ça fait quand même un certain temps. Donc si on commence à prendre du retard sur la décision d'investissement, ça va repousser. Et ça veut dire que le premier béton, on ne le verra pas pour la présidentielle d'après, mais la présidentielle d'encore après, alors qu'on a un besoin de plus d'électricité pour atteindre la neutralité carbone. Mais bien sûr. Et qu'il faut entretenir les compétences. Surtout, il y a le réchauffement derrière qui, lui, ne marque pas de pause. Qui arrive. Ah merde, les Français n'ont pas de majorité. Donc là, mais il faut une loi pour ça, Nicolas. Tu ne peux pas par décret lancer la construction des réacteurs. Tu auras forcément un projet de loi de finances pour savoir comment tu finances les réacteurs. Il faut payer le truc, quoi. Ouais. Il faut payer le truc. Après, je pense que l'opposition NUPS, donc essentiellement ELV
et LFI, je ne mets pas les communistes dedans parce qu'eux sont plutôt pro-nucléaire, diraient c'est bien la preuve qu'il faut sortir du nucléaire. Vous voyez, on est dans un monde, on est dans une impasse inextricable. C'est la preuve qu'il faut sortir du nucléaire. Mais ceci étant dit, LFI commence à devenir anti-éolien terrestre. Alors à un moment, il va falloir choisir, hein, parce qu'on peut pas dire, il va falloir qu'on pédale. Il va falloir pédaler, hein, parce que déjà faire du nucléaire, à mon avis, on aura quand même besoin d'éolien. Si on fait pas de nucléaire, il y a plus besoin d'éolien. Donc là, LFI qui est dans une position de dire non, nous on met tout en mer, à mon avis, ce sera pas tenable. Ouais, donc en fait, il est là le sujet. C'est-à-dire dans mon espèce de trip ultra-libéral de, en fait, un gouvernement, une majorité, ça sert à rien. Laissons vivre sans qu'il se passe rien. Sur ce sujet-là, c'est le seul sujet où la majorité assume une planification. Sur tout le reste, c'est un peu plus compliqué. Mais sur ce sujet-là, ils disent non, mais on assume une planification. Ouais, c'est clair. Merci Nicolas. Merci Stéphane. Nicolas Goldberg, donc, qui nous accompagnait. Et on termine Bismart ensemble tout de suite.